que je te propose, on va commencer avec le premier point du coup, donc c'est comment se développer grâce à la vente en réseau. Déjà, qu'est-ce que c'est la vente en réseau? Et je te demande cette question juste pour préciser un peu si ce que tu entends par là, c'est quoi? C'est réseau, franchise ou c'est quelque chose de différent? En fait, ça servira un peu tout, hein. Je ne sais pas si vous nous écoutez. Soit vous êtes un entrepreneur et vous avez envie de développer votre concept et vous voulez le développer vite, parce que c'est bien d'être sur une niche, mais bon, pour se développer, il faut vendre partout dans le monde, partout dans les régions. Donc, par exemple, se créer un réseau de revendeurs, ça peut être utile. Ouvrir des boutiques, ça peut être utile. Développer son réseau en franchise, ça peut être utile. Et pour tout ça, en fait, ça s'appelle la vente en réseau. Donc, il faut manager son réseau. Il faut organiser la vente sur tout un territoire avec plusieurs points de vente. Et ça, c'est ma spécialité, c'est vrai, depuis quelques années. Du coup, par exemple, tu gères combien de points de vente? Alors là, on est sur Sixt sur environ 200 points de vente. Voilà. Avant, en tant que manager des opérations régionales, j'en manageais entre 20 et 30 sur une région. L'avantage en fait de ça, c'est que c'est un effet réseau aussi pour ta marque, c'est-à-dire que vous vous rendez bien compte, là moi Sixt, je parle de mobilité, donc c'est sûr que pour attirer des clients, c'est plus intéressant de savoir que je vais pouvoir louer chez Sixt à Paris, à Bordeaux, à Toulouse, à Munich, aux États-Unis. Ça renforce énormément notre marque parce qu'on est partout, on a des voitures partout, etc. Mais si vous êtes Airbnb par exemple, l'énorme valeur de la marque Airbnb, c'est son effet réseau. Parce qu'aujourd'hui, ce serait facile de créer un autre Airbnb, mais qui va le faire? Parce qu'en fait, ils ont un tel réseau de lieux que c'est quasiment impossible de les concurrencer. Donc développer un réseau, c'est très fatigant, c'est très chronophage, ça demande beaucoup de technique, mais c'est énorme en fait en développement de valeur derrière et en avantage concurrentiel. Donc je ne sais pas si tu veux que je te raconte un petit peu mes galères ou mes conseils en la matière. Bah ouais, ça serait super justement pour voir un peu les galères que tu as eues, justement les conseils que tu as par rapport à ça. Alors moi, je vais vous parler du développement commercial du réseau, bien sûr. Dans un réseau, il y a toutes les opérations, etc. J'ai travaillé aussi là-dedans, mais ce qui va plus intéresser ton public, c'est plutôt le commercial. Je pense que déjà, ce qu'il faut, c'est avoir, si possible, un référentiel très précis de ce que tu attends. Quand c'est toi qui fais la vente tout seul, c'est facile. Mais si demain, tu as 20 commerciaux, si demain, tu as 100 boutiques ou 200 revendeurs indirects, genre des freelances, des prestataires, des franchisés, tout de suite, ça va pas être si clair que ça, comment ils abordent les clients, qu'est-ce qu'ils disent, quelles sont les attentes. Donc, la première étape, ça va être un petit peu scolaire, mais il va falloir, je te conseille, écrire ton playbook de sales. Et puis voilà, poser noir sur blanc exactement précisément ce que tu comptes faire vivre comme expérience à tes clients, quelles vont être les méthodes de vente, les méthodes de découverte, les méthodes de vente additionnelles, tout ça, tout ça. Donc c'est beaucoup de littérature, mais une fois que tu as posé ça sur le papier, déjà tu sais plus ce que tu vas leur demander de faire. Derrière, tu vas pouvoir mettre en place des formations et tu vas pouvoir mettre un suivi derrière avec des KPI adaptés. Donc ça, ce serait mon premier conseil. Vous me contactez d'ailleurs si vous avez besoin qu'on en discute plus sur LinkedIn ou autre, parce que je ne rentre pas trop dans le détail pour pas trop vous assommer dès le début. Après, eu égard à plein de galères que j'ai connues, voilà, systématiser, formaliser depuis le siège, c'est assez facile en fait, dire ce qu'on veut, l'idéal. Mais le monde du réseau, c'est pas le monde de l'idéal, c'est le monde de la vraie vie. C'est-à-dire, il y a des magasins, il y a des vitrines, des clients, il y a des galères, il y a des trucs qui sont pas ouverts, des gens qui sont absents, etc. Du coup, je conseille vraiment de pratiquer souvent la visite terrain. Quand je dis souvent, on ne peut pas y aller quand on est chef d'entreprise tous les jours, voir ses boutiques de revendeurs. Mais je conseillerais de pratiquer le principe un peu, tu vois, comme les scientifiques dans la calotte glaciaire, de carottage. C'est-à-dire qu'il faut être malin, il faut aller de temps en temps à un instant précis, je ne sais pas moi, au moment des soldes, au moment du lancement produit, quand tu passes dans telle ville, tu vas visiter la boutique et tu poses des petites questions candides, pas pour mettre les gens en difficulté, mais juste pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent du truc, comment ça se passe pour eux, etc. Et ce feedback terrain, il est juste méga précieux. C'est là que tu vas voir tous les problèmes aussi d'implémentation et que du coup, quand tu reviens au siège, tu reviens avec dans ta besace plein de trucs utiles à faire, quoi. Tu te rends compte qu'en fait, tes magasins, ils sont pas bien implémentés, la méthode, elle est pas maîtrisée, et tu mets en place des dispositifs correctifs de coaching, d'accompagnement et de formation sur le terrain. Voilà. Ce que j'allais dire par rapport à ça, parce que on va dire, quand tu gères une équipe de 5 personnes, c'est facile justement, tu fais un changement dans ton process ou tu fais un changement dans la façon de vendre, c'est facile à vérifier tout ça, mais quand tu as 200 points de vente, j'imagine que
c'est là où ça commence à se complexifier parce que toi, tu vas faire ton playbook, mais qu'est-ce qui te dit que demain, même si tu fais la formation, que tous tes points de vente, ils vont bien appliquer tout ça. Donc, Et alors ça, c'est peut-être mon troisième conseil, hein, si je devais résumer, même si c'est pas facile de résumer ça en trois tips, mais bon, voilà. Évidemment, tu peux pas faire ça tout seul. Et puis surtout, tu dois être très vigilant à un truc, c'est que la conduite du changement dans un réseau, par exemple chez Sixt, on est 600 personnes à travailler pour ce réseau, à vendre dans ce réseau, qu'on soit commerciaux, commerçants, directeurs d'agence, responsables régionaux, etc. Quand tu manœuvres un truc comme ça, c'est comme un paquebot, c'est pas comme un petit canoë, tu vois. Donc quand tu mets un coup de barre à gauche ou à droite, eh ben ça prend du temps avant de tourner, il y a l'air du bateau. Donc il faut l'anticiper dans ton truc. Du coup, ça veut dire aussi qu'il ne faut pas changer tous les 36 ans, parce que c'est impossible. Donc peut-être déjà un quarter, un trimestre, c'est déjà assez court en fait comme période pour mobiliser 600 personnes. Il faut anticiper la bande passante des gens, tu vois, leur capacité à absorber le changement, parce que tu ne peux pas tous les jours communiquer des trucs différents à 600 personnes. Donc ça, c'est la première chose. Donc il faut que tu te fasses une priorisation de la mort. Et après, je dirais avoir vraiment un collectif, et peut-être on en parlera dans le deuxième point, parce que pour moi, ça commence par là, c'est convaincre un collectif autour de toi qui va t'aider à mobiliser ce réseau. Parce que le réseau, c'est quoi finalement? C'est pouvoir communiquer, échanger avec un maximum de personnes, un maximum de fois dans le mois, avoir des rendez-vous réguliers, les appeler, faire des visios, des lives, des machins, pour les garder toujours dans ton scope et qu'ils soient au courant de la stratégie et qu'aussi te fassent des remontées d'informations, que tu puisses voir que c'est bien d'implémenter. et juste avant de parler du deuxième point, je vais juste revenir. Est-ce que tu peux donner par exemple un exemple de ce que tu as mis en place il n'y a pas longtemps, un changement, je sais pas, dans un process ou autre chose que tu as mis en place avec tes 600 personnes et nous raconter un peu comment ça s'est passé? Alors ouais, j'en ai plein, vu que moi c'est mon quotidien. Alors déjà, je suis pas toute seule, j'ai une équipe aussi. Après, ça dépend de la taille de ta marque ou de ta structure, mais au bout d'un moment, il y a un passage d'échelle qui fait que tu peux pas faire les trucs tout seul pour 600. Donc nous, on est une petite dizaine. Donc chacun est basé dans une région et moi, je suis au niveau siège. Du coup, ça c'est bien aussi parce qu'ils sont plus proches des régions, ils peuvent aller voir sur le terrain. Un exemple qu'on a fait, comme sans doute pas mal d'entreprises, sur la partie B2B, on a complètement revu nos scripts et nos façons de vendre du B2B pour Sixt dans un contexte de Covid. Parce qu'évidemment, la plupart des entreprises avaient des travel limitations, etc. Donc on a changé de cible, on s'est plutôt priorisé sur les PME. On a changé d'argumentaire, on était moins dans le nice, les belles voitures, les machins, c'est sympa de voyager, mais un peu plus dans... Il faut avoir de la continuité économique. C'est bien pour vous, les entreprises, comme ça, vous êtes flexibles, vous engagez pas des sommes folles dans l'achat de véhicules quand le futur est incertain. Tu vois, on a dû changer tout ça. Et ben ça, par exemple, on a fait une formation sur une centaine de commerciaux partout en France, en visioconférence, avec un dispositif spécial, un peu bootcamp. On a accompagné ça d'un outil de coaching visio, donc où tout le monde venait s'enregistrer et tu sais, tu peux faire des débriefings asynchrones après derrière pour voir si c'était bien ou pas, d'un concours de pitch, de la distribution d'un playbook actualisé, physiquement remis en agence par chaque coach et d'un dispositif de coaching réel physique en situation où mes coachs se déplacent en agence pour vérifier que c'est maîtrisé. Donc tu vois, il y a au moins 5 ou 6 volets dans ce truc de formation. Et ça embarque un peu du digital, mais aussi du physique. Et tout ça, ça a pris, c'est pas encore fini. Disons que ça va prendre à peu près 5 mois, quand même. Voilà. Je sais pas si c'est intéressant pour toi comme exemple ou. Ah non, si, c'est super intéressant justement, c'est de voir justement comment tu mets ça en pratique. Parce que moi, c'est justement ce qui m'intéresse aussi, c'est les exemples, de voir un peu. Parce que ce que tu entends souvent, c'est il faut faire ci, il faut faire ça. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est toi, comment tu l'as mis en pratique. Et j'imagine, comme tu disais, tu n'es pas tout seul, parce que pour gérer 600 personnes, c'est pas... tu peux pas faire ça toute seule. Et voilà, ça, c'est un exemple vraiment récent et que tu es en train de mettre en place, donc pour montrer la complexité, justement, de mettre ça en place. Et comme je parlais de bande passante, pardon de te couper, mais la difficulté du réseau, souvent, c'est que c'est des gens qui ne font pas que comme métier commercial. Ils ont d'autres choses à faire.
Ils doivent ouvrir des magasins, garer des voitures, gérer des stocks, je sais pas moi. Et donc, en fait, toi, t'es qu'une infime partie de leur travail. Donc, si tu commences à bourriner en disant, il faut faire ci, ça, en gros, tu peux pas avoir une checklist aussi intense qu'un business développeur dont c'est vraiment 100% du job. Donc tu dois bien choisir tes combats et c'est aussi pour ça que faire tourner le paquebot, ça peut prendre un peu plus de temps et peut-être qu'il y a des startups qui vont m'écouter, qui vont dire « Ouah, elle est folle, 5 mois pour adapter son pitch au Covid, c'est beaucoup trop long ». Mais quand tu considères que c'est pas l'essentiel de leur activité et que tu es dans un très grand groupe international, ça peut être un rythme plutôt sympa pour s'adapter. Le tout, de toute façon, c'est d'aller plus vite que ses concurrents. Oui, c'est ça. Et de toute façon, comme tu disais, tu parles aussi, il peut y avoir une résistance au changement, parce que comme tu disais, ça prend 5 mois, mais si tu faisais ça en une semaine, je pense que tu aurais beaucoup plus de résistance que si tu t'étalais ça sur plusieurs semaines. Et puis, de toute façon, j'invite les gens à être quand même plus précautionneux sur les délais, non pas de mise en œuvre, mais surtout de vérification. Parce que derrière, aller voir sur place comment c'est fait en clientèle, les gens, ils changent pas d'un point A à un point B sans résistance, hein, ça tu l'as dit. Donc, je crois qu'il faut prendre beaucoup de temps derrière pour faire des vagues de coaching successifs et vérifier sur place que c'est bien implémenté.